Bienvenue dans un nouveau et le dernier bilan de cette demi-saison MotoGP 2023 avec Ducati qui écrase tout le monde. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On perd pas plus de temps parce que ça va être une très longue vidéo. On est parti. Et on commence par un point global sur Ducati. Ça va aller assez rapidement. Ducati écrase tout le monde. Il y a 4 courses sur 8 où on a un podium 100% Ducati. Il y a même une course où on a les 8 Ducati aux 9 premières places. C'est complètement fou. Ducati écrase la concurrence. On a 3 pilotes Ducati aux 3 premières places au championnat. Ducati a une avance énorme sur KTM au championnat des constructeurs. Et il y a 3 équipes Ducati aux 3 premières places du championnat des équipes. Voilà, je pense qu'avec toutes ces statistiques, on peut vite se rendre compte que Ducati est juste phénoménal et inarrêtable. On passe au pilote et on commence par Francesco Bagnaia, le champion du monde italien 2022. Est à nouveau très dominateur sur cette saison 2023. Il est finalement sur sa lancée de sa fin de saison 2022 où il était vraiment largement au-dessus du lot. Là, en cette première partie de saison, Pecco Bagnaia est presque le seul à pouvoir prétendre à ce titre de champion du monde, un deuxième. Derrière, c'est pas si loin que ça peut encore revenir, mais bon, franchement, Francesco Bagnaia, il n'est pas aussi loin devant, c'est parce qu'il a chuté pas mal en début de saison. C'était déjà un reproche qu'on lui avait fait en 2022. Il a refait ça en 2023. Mais bon, sur les dernières courses, ça s'est vraiment calmé. Et quand ça se calme, Bagnaia, il est toujours devant. Il est toujours soit vainqueur, soit deuxième ou sur le podium. Il est juste incroyable. Toutefois, en 8 courses, il y a quand même 3 chutes. En Argentine, elle est vraiment bête parce qu'il est deuxième. Il fait une belle course. Bezzecchi est quasiment imbattable sur cette course. Il pouvait faire deuxième et marquer 20 gros points au championnat. Et il est tombé. La course d'après, en Amérique, il est en tête de la course et il chute vraiment bêtement aussi. Puis en France, c'est tort peut-être partagé avec Maverick Viñales. C'est une chute qui est un peu moins de son fait. Bon, ça fait une chute quand même, alors qu'il était dans les premières positions. Mais bon, à part ça, il est toujours devant, quoi. Toujours. Il a 4 pole positions en 8 courses. Tous les autres sont à une pole, lui en est à 4. C'est juste incroyable, il a gagné 3 courses sprint et quand il n'est pas vainqueur de la course sprint, il est en général deuxième. Sinon, quoi dire d'autre de Francesco Bagnaia ? Moi je vois pas, franchement il écrase tout le monde finalement. Il y a des courses où il va être vraiment largement devant, où il gagne assez facilement. Puis d'autres courses où il va devoir se battre pour gagner, je pense à l'Espagne par exemple, où il s'est pas mal battu avec Brad Binder. Notamment, et puis il doit y avoir quelques courses aussi. Dans l'ensemble, Francesco Bagnaia, il est, j'allais dire parfait, mais il n'est pas parfait, mais il est quand même très impressionnant. Maintenant, on va parler de son coéquipier, Enea Bastianini. Là, ça va être très compliqué de juger sa performance sur la première partie de saison, parce que déjà, il a pris part à seulement 2 courses. Il s'est blessé en tout début de saison au Portugal avec une malheureuse chute avec Luca Marini qui a raté ses freins et qui a blessé Enea Bastianini. C'est dommage, il est revenu seulement au Grand Prix d'Allemagne. Après pas mal de courses ratées, il fait des top 10, donc c'est pas si mal. Voilà, il est autour de la 8, 9e place à peu près pour un retour, et surtout que finalement il découvre encore sa machine en Allemagne. Il découvrait un peu sa machine encore, il avait découvert un petit peu sur les journées du vendredi et du samedi au Portugal, en test privé aussi, et puis ensuite il continue seulement à découvrir sa moto en Allemagne et puis aux Pays-Bas. Quoi voir en deuxième partie de saison, si les sensations vont revenir, si la performance va revenir, parce que c'est vraiment dommage. On aurait pu, ça se trouve, dès 2023, avoir une grosse bataille entre Bagnaia et Bastianini pour le titre. C'est dommage, ça n'aura pas lieu. Voilà. Après, Bastianini a marqué plus de points que Marc Marquez, par exemple. Ça, je trouve incroyable. Il a la meilleure machine du plateau aussi, mais quand même. Mais à part ça, je peux pas dire grand-chose d'Enea Bastianini. On peut pas vraiment juger ses performances sur 2 courses après une blessure. C'est pas possible.
On passe du côté du team Pramac avec Jorge Martin tout d'abord, qui est deuxième du championnat du monde. La saison, elle se passe très bien pour le pilote espagnol. On sent quand même que Jorge Martin a pas mal progressé cette saison. Il est dans le top 5 assez souvent. Voilà, il est plutôt performant dans l'ensemble. Et puis, il y a une règle qui a changé en 2023 et que Jorge Martin a l'air de tout particulièrement apprécier. C'est la course sprint. Vraiment, Jorge Martin est l'un des meilleurs avec Bagnaia et Binder dans ce domaine. Il a quand même gagné 2 courses sprint. C'est le seul avec Binder et Bagnaia à avoir gagné 2 courses au moins sprint en 2023. Et ouais, c'est l'un des pilotes qui a profité le plus de cette nouvelle réglementation de course sprint le samedi. C'est l'un des tout meilleurs pilotes le samedi. Ceci dit, en qualification, il est un peu moins performant qu'en 2021 et 2022. Là où l'année dernière, et même il y a 2 ans, il nous a quand même complètement bluffé sur un tour. Il a un nombre pas mal de pole position en une saison sur les 2 précédentes saisons. Là, cette année, il a toujours pas de pole position. Et il y a même des fois où il part d'assez loin. En tout cas, il part de la 2, 3, 4e ligne à peu près. Bon, on avait l'habitude de le voir un peu plus souvent en pole position. Là, c'est pas le cas encore cette année. Mais bon, au final, les points, ça se joue le samedi et le dimanche. Bon, il est peut-être moins performant en qualification, mais en course, il est plus performant que les 2 premières années en MotoGP. Donc là-dessus, ça va. On le sent malheureusement depuis ses débuts en MotoGP en 2021, qu'il prend le dessus sur Johann Zarco, mais avec toutes ces chutes qu'il s'est pris, et puis sa blessure de 2021, et donc toutes ces chutes en 2022, il avait toujours fini derrière Johann Zarco au championnat. Voilà, maintenant qu'il ne chute plus, ça se voit beaucoup plus que Martin est devant Zarco. Voilà, Martin est 2e du championnat. Zarco, lui, est 5e, donc il est un peu plus loin. En tout cas, Jorge Martin, il a effacé un petit peu ses défauts de 2022. Il est beaucoup plus régulier. Et puis en plus, il a remporté sa première victoire depuis le Grand Prix d'Autriche en 2021. Donc ça faisait un petit moment qu'il n'avait plus gagné en course principale. C'est chose faite maintenant. Il y a une victoire cette année. Ça va peut-être encore plus le libérer en deuxième partie de saison. Surtout qu'il peut encore potentiellement jouer le titre. En tout cas, il peut même être vice-champion du monde. D'ailleurs, il est dans la peau de vice-champion du monde provisoire pour le moment. Donc ça va le motiver, je pense, pour cette année. C'est dommage qu'il fasse pas ses performances en 2022, parce que s'il les a fait l'année dernière, il serait très certainement aux côtés de Francesco Bagnaia cette année. En ce qui concerne Johann Zarco, une première partie de saison très correcte. Ceci dit, Jorge Martin est passé vraiment devant quand même. La plupart des courses, il est devant l'Espagnol. Mais bon, voilà, Johann Zarco n'est pas non plus à des années-lumière de Martin, qui est très performant aussi en ce début de saison. Voilà, Johann Zarco, il est quand même là. Il a quand même 4 podiums cette saison. C'est pas si mal que ça. Mais bon, attention quand même, parce que la dernière course aux Pays-Bas, c'était un peu catastrophique. C'était après le Grand Prix d'Allemagne, et l'année dernière, après le Grand Prix d'Allemagne, il n'avait plus rien fait de la saison. Donc j'ai peur qu'à chaque fois, ce Grand Prix d'Allemagne, c'est un peu la bascule entre une bonne première partie de saison pour Johann et une deuxième partie de saison moins bonne. Donc espérons que là-dessus, je me plante. Mais bon, si on revient sur sa première partie de saison, si on enlève les Pays-Bas, c'est plutôt pas mal, Quand même, il nous fait 3 podiums d'affilée, dont 1 en France, donc ça c'est génial. Bon, c'est pas si facile que ça quand même pour Johann Zarco. Les qualifications, c'est quand même raté dans l'ensemble. C'est pas terrible, on l'attend un peu plus haut quand même sur la grille. Là-dessus c'est dommage, à chaque fois il doit refaire des remontées. Les départs depuis l'année dernière c'est une catastrophe, il perd à chaque fois 2, 3, 4 places. Et du coup il est obligé de refaire sa remontée en course. S'il partait plus haut sur la grille, s'il ne ratait pas ses départs, je pense qu'il aurait déjà joué au moins une victoire cette année. Peut-être en Argentine, où là il était vraiment fort. Mais là aussi, il partait d'un peu plus loin. Et il avait, je crois, raté son départ aussi. Donc, c'était vraiment dommage. Il aurait peut-être pu jouer la victoire sans ça. Et c'est le cas pour plusieurs courses cette saison, où il est toujours à l'avant, France, Italie, Allemagne, où il finit 3e les 3 courses d'affilée. Mais à chaque fois, il doit à chaque fois remonter, donc il perd des tours à dépasser les autres pour remonter sur le podium.
Et s'il ne perdait pas tout ce temps, il aurait pu se battre pour une deuxième ou une première place, la plupart du temps. Ouais, là-dessus, c'est vraiment dommage. C'est son plus gros point faible à Johann Zarco. C'est ses débuts de course et c'est aussi les qualifications et les départs. Il va falloir corriger tout ça. Et s'il corrige tout ça, la Johann Zarco, je pense qu'il passera pas si loin d'une première victoire. En plus, alors je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais il y a peut-être un peu plus de pression sur ses épaules. Déjà, ça c'est sûr par contre, c'est qu'il n'a pas encore renouvelé pour 2024 pour le team Ducati Pramac. Normalement, il n'y aura pas de souci pour rester en MotoGP. Et s'il peut rester chez Pramac, c'est tout aussi bien. Et puis aussi, c'est le meilleur pilote français cette saison. Et si on veut une victoire, je pense qu'il n'y aura que Johann Zarco pour aller nous en cueillir une. Malheureusement, quand on voit l'état où est Fabio Quartararo avec sa Yamaha, il n'y aura pas de victoire pour Fabio cette année. Donc c'est sur Johann qu'on compte pour une victoire française. Ce serait bien dommage de ne pas avoir de Marseillais cette saison. Donc, on espère que Johann Zarco fera retentir l'hymne français. On espère. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on espère quand même. On change d'équipe, on passe du côté du team de Valentino Rossi, le team VR46, avec Marco Bezzecchi, qui a épaté son monde en ce début de saison 2023. Il est vraiment incroyable. Il est allé chercher sa première victoire en MotoGP. Il n'a pas attendu très longtemps, dès la deuxième course de la saison en Argentine. Puis en plus, il a récidivé au Grand Prix de France pour le 1000e Grand Prix de l'histoire du MotoGP. Donc ça marque quand même 2 victoires cette saison. Il est 3e au championnat. Il se bat face à Jorge Martin pour la 2e place au championnat. Potentiellement Bagnaia s'il y a des problèmes, mais normalement c'est très compliqué quand même de jouer le titre pour Marco Bezzecchi. Maintenant, alors il est très performant, il n'y a pas de souci, il a quand même 4 podiums en 8 courses. C'est génial, parce que l'année dernière il n'en avait, entre guillemets, qu'un. C'était sa première année en MotoGP, et c'est sa deuxième, il est déjà capable de gagner. Maintenant il me fait un petit peu penser à la saison 2022 d'Enea Bastianini, c'est-à-dire il gagne, ça il n'y a pas de souci. Et puis quand il ne gagne pas, il est plutôt au milieu de peloton. C'est un peu dommage parce que s'il était un peu plus devant les jours où il ne peut pas gagner, il serait déjà 2e du championnat, ça c'est sûr. Il serait beaucoup plus proche de Francesco Bagnaia, donc ce serait encore mieux. Mais bon, voilà, on va pas lui reprocher quand même. Il a gagné 2 courses cette année, fini sur 4 podiums, il fait une saison, un début de saison presque parfait. Enfin, il est vraiment très très bon. Il bat largement Luca Marini, mais déjà l'année dernière, il tenait la baraque sur Luca Marini, avec un peu moins d'écart par rapport à cette année. Mais bon, toutefois, Marco Bezzecchi fait une très bonne saison. En qualification, il s'en sort plutôt pas mal aussi. Mais voilà, il y a quand même des week-ends où il est vraiment pas là, où on le voit pas. Il est en milieu de peloton, et c'est pour ça que je dis que ça me fait penser un peu à Enea Bastianini, qui lui gagnait en début de saison. Et puis quand il gagnait pas, il faisait 8, 9e, un truc comme ça. Donc là, c'est un peu pareil pour Marco Bezzecchi. Mais bon, globalement, on va pas s'attarder là-dessus. C'est un très bon début de saison pour l'Italien. Son équipier Luca Marini, lui aussi, il s'en sort très bien. Même s'il est un peu derrière Marco Bezzecchi, il progresse. On voit complètement sa progression. Il a commencé en MotoGP en 2021. Il était au fond du peloton. Il s'est un peu réveillé en fin d'année, si je ne me trompe pas, en 2021. C'est de meilleures performances. En 2022, il scorait beaucoup plus de points. Il finissait souvent dans les top 6, 5. Il était souvent au pied du podium. Donc, et puis là, cette année, ça y est, il est allé chercher son premier podium en MotoGP aux Amériques. Alors, franchement, cette année, il a encore plus progressé par rapport à 2022. Il est 6e du championnat, donc il est pas loin du tout. Non, franchement, Luca Marini, il n'est pas impressionnant vraiment, mais il progresse. On sent quand même qu'il y a du boulot derrière. Et du coup, année après année, Luca Marini est de plus en plus devant. Peut-être que l'année prochaine, peut-être pourra gagner sa première course en MotoGP. Le point fort de Luca Marini, c'est plutôt les qualifications, où il est assez performant dans cet exercice. Il est plutôt à peu près égal à Marco Bezzecchi. Son problème, c'est un peu le rythme de course, où il est un peu moins bon, et ça a toujours été. Il était meilleur en qualif qu'en course. Bon, là-dessus, c'est un peu dommage.
Mais bon, dans l'ensemble, c'est une très bonne première partie de saison pour Luca Marini. Ça se passe comme sur des roulettes. En plus, il a sa place qui est gardée dans le team VR46. Il performe. C'est le frère de Valentino Rossi, donc il restera au minimum dans le team VR46. Et s'il ne reste pas dans le team VR46, il ira ailleurs, mais ce sera un siège meilleur. Donc autant dire qu'il a quand même sa place de réservé. Donc il n'y a pas de pression là-dessus. Mais bon, tant qu'il est performant, il mérite sa place complètement. Première partie de saison pour Luca Marini, réussite. On continue avec la quatrième équipe Ducati, avec le team Gresini et son pilote Alex Marquez, qui donc avait quitté Honda fin 2022 pour rejoindre Ducati. Le début d'année se passait extrêmement bien. Et puis après, tout s'est un peu écroulé. On a un meilleur Alex Marquez que chez Honda, ça c'est sûr, mais bon, c'est un peu grâce à la moto aussi. C'est dommage parce que le début de saison, vraiment, il était plutôt impressionnant, surtout en Argentine. Il fait un gros week-end. Il fait la pole position quand même, sa première en carrière. Et puis il fait podium, c'était son premier depuis le Grand Prix d'Aragon en 2020, si je ne me trompe pas. Il avait fait 2 podiums en 2020 et puis depuis, plus rien. Et il est allé chercher un nouveau podium en MotoGP. Mais après, on cherche encore Alex Marquez. Après, Alex Marquez, il est toujours là. Il est toujours 8, 7, 6e. Le problème aussi, c'est qu'il chute pas mal. Je crois que c'est de famille. Chez les Marquez, on tombe. C'est le 3e pilote qui est tombé le plus, je crois, si je ne me trompe pas, derrière Marc Marquez et Joan Mir. Bon, voilà. C'est dommage. Mais bon, comme je le dis tout à l'heure, c'est de famille chez les Marquez apparemment, les chutes. C'est un combat entre celui qui tombera le plus entre Marc et Alex, apparemment. Enfin bref, trêve de plaisanterie. C'est une première partie de saison, globalement, on va dire pas trop mal. On va dire que c'est acceptable. Mais bon, on attend un tout petit peu plus d'Alex Marquez qui prend le siège d'Enea Bastianini. Et quand on a vu ce qu'a fait Enea Bastianini sur la même moto, dans la même équipe, pas la même moto, mais dans la même équipe, on entend un petit peu plus d'Alex Marquez. Et bon, personnellement, je m'attendais pas à ce qu'Alex Marquez soit aussi haut. Et dans ma vidéo sur la présentation du team Gresini, j'avais dit que sur le papier, le line-up, il valait quasiment rien et que ça allait être une équipe qui allait avoir beaucoup de mal cette année. Alex Marquez, il m'a fait un petit peu mentir. Il a quand même relevé un petit peu le niveau de ce team Gresini. Il est quand même assez loin devant son équipier Fabio Di Giannantonio. On va en parler juste maintenant. Bon, pour Alex Marquez, j'en attends un tout petit peu plus, mais par rapport au début de saison, disons que je ne m'attendais pas forcément à des résultats pareils. Je m'attendais à un peu pire quand même. Et on termine avec le dernier titulaire de cette équipe Ducati, avec Fabio Di Giannantonio. Malheureusement, c'est d'assez loin le pire pilote Ducati sur cette saison. Il n'a pas vraiment progressé par rapport à l'année dernière. Il est déjà pas mal compliqué. Il y a déjà des rumeurs comme quoi il quitterait le MotoGP pour le Superbike. Mais le pire, c'est que c'est pas forcément une surprise, vu ses performances. Bon, disons qu'il tombe pas beaucoup, c'est déjà ça. Après ses résultats, il profite plutôt des chutes des autres que de réelles performances. Il s'approche du top 10. Il a fait 4 top 10 cette saison. Et sinon, il est pas si loin que ça. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt faible. Sauf qu'il a la meilleure moto du plateau et il n'est que 15e du championnat. L'avant-dernier pilote Ducati, c'est Alex Marquez, c'est son équipier, il est 10e, donc c'est plutôt loin. Plus Alex, il a un podium. Fabio Di Giannantonio, il a rien du tout. Il est très loin en qualification, ça passe quasiment jamais en Q2. Bon, voilà, il y a en fait de sa carrière en MotoGP jusqu'à maintenant, il y a son coup de folie en Italie où je ne sais pas comment il est allé chercher cette incroyable pole position. Puis à part ça, il y a rien. Il y a rien. Et puis cette première partie de saison, c'est pas génial non plus. Portugal et aux Pays-Bas, il tombe. À part ça, pas de chute, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel sur Fabio Di Giannantonio. On continue avec les pilotes remplaçants maintenant. On commence par Michele Pirro, le pilote test Ducati depuis, compte même plus des années maintenant. En plus, il a signé, je crois, jusqu'en 2026. Malgré son âge avancé, il va continuer à développer cette Ducati. Il a fini 11e aux Amériques, mais bon, ils étaient 12 à terminer, donc c'est pas un exploit.
Bon, après, il ne marque pas de points en Italie. Enfin, il n'y a vraiment rien à dire sur Pirot. Il est plus là pour développer la moto que faire des performances. Et ça se voit. Et enfin, Danilo Petrucci qui a fait un nouveau retour. Il était déjà revenu en fin de saison pour remplacer Joan Mir sur la Suzuki. Là, il est revenu à nouveau pour remplacer Enea Bastianini sur la Ducati. Oui, Danilo était de retour sur la Ducati pour la première fois depuis 2020. Bon, c'était compliqué. Fallait s'y attendre. Hein. Il a fait 11e du Grand Prix de France. C'est pas mal, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de pilotes qui ont terminé non plus cette course. Donc c'est pas un exploit non plus. Mais bon, ceci dit, Petrucci, il a autant de points au championnat que Joan Mir. Et Pirot aussi, d'ailleurs, il a autant de points que Petrucci et Mir. Bon, voilà, c'est juste la statistique assez amusante, entre guillemets. Pas trop pour Joan Mir pour le coup, mais bon. Bon, à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Danilo Petrucci, il est bien mieux en Superbike. En MotoGP, c'est un peu compliqué et c'est complètement logique. Voilà, c'est la fin de ce bilan Ducati. Je suis content parce que j'ai été plus rapide que ce que je pensais. Je pensais que la vidéo allait faire 25 minutes à peu près. Elle en fait moins, un tout petit peu moins, c'est déjà ça. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve mercredi pour le débrief du Grand Prix de Hongrie. Ça va être un peu décalé, ce sera pas le lundi parce que je pars en vacances, donc je verrai pas le Grand Prix le dimanche, mais je le verrai le mardi soir en décalé. Je ferai le débrief dans la foulée et je le mettrai le lendemain. Donc, petit décalage. Bon, nous on se retrouve du coup pour le débrief du Grand Prix de Hongrie de Formule 1 à mercredi.